Jetons maintenant un œil aux différents cas d'utilisation des volumes EBS. Comme on l'a vu, on a plusieurs types de volumes EBS. Donc, on va commencer par le GP2, qui est recommandé pour tout type de charge de travail. Il peut servir de disque de démarrage pour l'installation de la MBR ou une bande d'amorçage. Il peut être utilisé dans un environnement bureautique pour faire des bureaux virtuels. Il peut également être utilisé pour des applications interactives qui nécessitent une faible latence, des applications web avec des interactions avec les utilisateurs. Et ça peut également être utile dans des environnements de test et de développement, puisqu'on a beaucoup de flexibilité avec ce type de disque dur. La taille de ces disques durs peut varier de 1 Go à 16 Tera. Les volumes GP2 supportent le mode burst et peuvent étendre leur capacité d'entrée et sortie, IOPS, jusqu'à 3000 opérations par seconde. Le volume maximal d'IOPS, donc d'entrée et sortie par seconde, est de 16 000 opérations à la seconde. Ce qui veut dire que si l'on a 3 opérations d'entrée et sortie accordées par giga de notre volume, on atteint le nombre maximal d'entrées et sorties par seconde lorsque notre volume a une taille de 5334 gigabits. Voyons comment on crée un volume EBS en GP2 dans la console. Donc pour ça, je retourne sur mon EC2, je vais aller dans les volumes et je vais arbitrairement créer un nouveau volume. Et donc ici, je vais pouvoir définir le type de volume, donc on veut bien un GP2 en SSD. Donc là, on va pouvoir définir la taille en gigas de notre volume, avec une taille minimale de 1 giga et une taille maximale de 16 384 gigas. Et donc ici, on voit que pour 100 gigas, on a 300 opérations d'entrée et sortie par seconde sur les 3000 que l'on peut avoir au maximum. Donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que si on modifie la taille de notre disque dur, si on met par exemple 1500 gigas, on va avoir 4500 opérations d'entrée et sortie par seconde. Du coup, il y a une interaction entre la taille de notre disque dur et le nombre d'opérations par seconde duquel on peut bénéficier par rapport à la taille de ce même disque dur. Tout en sachant que si on descend en dessous de 1 giga, on aura quoi qu'il arrive 100 opérations d'entrée et sortie par seconde. Et si on dépasse les 5334 gigas, comme on l'a vu dans la lecture précédente, on sera, quoi qu'il arrive, à 16 000 opérations d'entrée et sortie par seconde. Ici, on a la zone de disponibilité, donc on peut voir qu'on est bien fixé à une zone de disponibilité donnée. Le débit ne s'applique pas au disque GP2, et on peut éventuellement choisir un instantané pour créer notre volume, donc partir d'une image déjà existante éventuellement. On peut également chiffrer à ce niveau notre volume. Passons maintenant au prochain type de volume. Passons maintenant au volume de type IOAN. Et donc, ce type de volume est recommandé pour les applications commerciales exigeant des performances d'entrée et sortie très soutenues qui dépassent la limite des disques GP2 qui est de 16 000 entrées et sorties par seconde par volume. Donc, lorsqu'on dépasse les limites de GP2, il faut passer à IOAN. Cela supporte de grosses charges de travail en base de données, par exemple comme MongoDB, Cassandra, Microsoft SQL, MySQL, PostgreSQL ou même Oracle. La taille de ces volumes peut varier de 4 Go à 16 Tera et on peut approvisionner en entrée et sortie indépendamment de la taille des disques durs. Donc on peut avoir un disque dur d'une taille variable avec
des IOPS variables également. Pour les IOPS, on est à un minimum de 100 pour un maximum de 64 000 entrées et sorties par seconde pour les instances de type Nitro, mais elles n'entrent pas dans le cadre de cette formation. Généralement, on aura des machines qui pourront tourner à 32 opérations par seconde, mais nous allons voir déjà dans un premier temps comment cela se paramètre dans la console pour un disque de type IO1. De retour dans la console, on va pouvoir ici choisir un disque de type IOPS provisionné sur du SSD. Donc on va pouvoir définir la taille de notre disque dur. Donc on va dire par exemple 1000 gigas de disque dur pour le maximum d'IOPS. Ce qu'il va être intéressant de constater ici, c'est que si on modifie la taille de notre disque dur, automatiquement, notre taux, notre volume d'entrée et sortie est modifié en conséquence. Donc il y a certaines limitations, donc on est toujours au ratio de 50 pour 1. Donc pour 1 giga, on a 50 opérations par seconde. Et donc, c'était ce qui était intéressant de voir avec ce type de volume, tout en sachant que le reste des options restent les mêmes. Voyons maintenant notre troisième type de volume EBS, qui correspond à un disque dur de type HDD, donc ce n'est pas du SSD. Il est plutôt recommandé pour les applications de flux, de streaming, nécessitant un débit rapide et constant pour un prix assez faible. C'est idéal pour le big data, les entrepôts de données et l'analyse de logs, du style Apache Kafka ou des applications qui utilisent beaucoup, donc Elasticsearch, ce genre de choses. Il ne peut pas servir de disque d'amorçage et a une taille variant de 500 Go à 16 Tera, avec des opérations d'entrée et sortie pouvant être échelonnées à un maximum de 500 opérations à la seconde. Et donc, pour le coup, ces disques durs ont une vitesse de lecture et d'écriture de 500 mégabits par seconde, mais qui peuvent être étendus avec le principe du burst qu'on a déjà vu auparavant dans les différents modules que l'on a étudiés. Voyons maintenant comment cela se démontre dans la... Voyons donc maintenant le modèle SC1, pardon, donc qui correspond à un disque dur installé à froid. Donc il faut arrêter la machine pour attacher l'instance EBS, enfin le volume EBS. Et donc ici, ce qui va être intéressant, c'est que par rapport à la taille de notre disque dur, si on est à 10 Go par exemple, le minimum étant de 500 Go, on va partir à 1000 Go. On voit qu'ici, notre débit, donc notre nombre de tours, notre nombre de mégabits par seconde en termes d'écriture et de lecture est de 12 sur 79. Donc plus on va augmenter la taille de notre disque dur, si on passe par exemple à 16 Tera, ici on voit que l'on va augmenter. Et donc l'interaction et ce qu'il faut retenir finalement de l'instance STI, c'est plus on va avoir un disque dur d'une taille importante, plus on va avoir des capacités d'écriture. Alors, on va mettre le maximum pour que ce soit plus parlant, donc 16 384, 192. Tiens, c'est amusant. On n'atteint pas la limite, mais c'est un type de volume qui a aussi des capacités d'extension, le burst, comme on a déjà vu, et donc c'est tout à fait remodifiable et évolutif. Voyons maintenant notre dernier type de volume EBS, donc le SC1, recommandé pour les applications nécessitant un bon rendement en termes de débit sur de gros volumes de données, mais avec peu d'accès aux fichiers, donc un compte de service qui va accéder à l'ensemble des fichiers et pas une très grosse fréquentation.
Cela peut trouver son importance dans les projets dont le coût du stockage doit être le plus faible. Et effectivement, comme l'autre type de disque de type HDD, de ST1, ce disque ne peut pas servir de disque d'amorçage. Donc sa taille peut varier de 500 Go à 16 Tera. Son volume d'opération d'entrée et sortie par seconde est plafonné à 250 et par contre peut être étendu toujours avec le concept de burst, donc l'extension des capacités pour une instance. On peut aller voir dans la console comment cela fonctionne. Du coup, de la même manière, on va sélectionner ici le ST1 et comme on peut le constater là, avec une taille maximale de 16 384, j'atteins le maximum en termes de débit. Et si je réduis ici, je vois que je descends à 40 mégabits par seconde avec une capacité d'extension pouvant aller jusqu'à 245. Ça peut être amusant de jouer avec, mais bon, pour l'instant ce n'est pas très intéressant. On va faire un résumé rapide de tout ce qu'on a vu dans cette section. Et donc, ce qu'il faut retenir par rapport à nos volumes EBS, c'est qu'on a les volumes GP2 qui sont pour une utilisation générale et qui sont à très bas prix. On a un ratio de 3 opérations d'entrée et sortie par seconde par gigabit, avec un minimum de 100 opérations d'entrée et sortie par seconde, et qui peut être étendu à 3000 opérations par seconde avec un maximum de 16 000 en extension de capacité. La taille de ce type de disque peut varier de 1 Go à 16 Tera, et pour chaque terabit ajouté, on peut obtenir 3000 opérations d'entrée et sortie à la seconde. On a ensuite le type de disque IO1, avec un approvisionnement en IOPS indépendant de la taille du disque. C'est plus cher, effectivement. Par contre, on a la possibilité de définir indépendamment de la taille du disque le nombre d'entrées et sorties dont on a besoin, avec un maximum de 64 000 IOPS pour les instances de type Nitro, que nous ne verrons pas dans cette formation, ou de 32 000 pour toutes les autres instances, dont notre ami Linux, T3 Micro, ou T2 Micro, que nous utilisons depuis le début de cette formation. La taille de ces disques peut varier de 4 Go à 16 Tera, et la taille du volume, comme je vous l'ai expliqué, est indépendante du nombre d'IOPS. Nous avons vu également les disques de type ST1, qui sont des disques durs optimisés pour le débit à la seconde, et donc, ces disques peuvent avoir une taille de 500 Go à 16 Tera, et offrent une vitesse de lecture de 500 mégabits par seconde. Les disques durs de type SC1 sont de la même nature que les disques ST1, sauf que sur ces disques-là, on va avoir moins de sollicitation de la part des utilisateurs, et donc pour des applications de type big data, analyse de données, etc., avec un seul compte de service par exemple, on va pouvoir tout prendre en charge avec un débit de 250 mégas par seconde et avec des disques de 250 gigas à 16 Tera également. Voilà pour notre petit récapitulatif sur les volumes EBS.